Donc, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le professeur David Amouroux, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux à Pau, en France. Il est responsable de recherche du pôle de chimie et microbiologie de l'environnement. Il a effectué ses études à l'Université de Bordeaux 1, principalement en chimie physique de l'environnement. Donc, il est un chimiste environnemental et analytique intéressé par le cycle biogéochimique des contaminants dans l'environnement. Puis, entre autres, il utilise les isotopes stables des éléments traces pour étudier leurs mécanismes dans l'environnement. Il a écrit un grand nombre d'articles, plus de 180 articles et plusieurs chapitres de livres. Puis aujourd'hui, il va nous parler du fractionnement isotopique des isotopes stables de mercure dans l'environnement pour mieux comprendre le cycle biogéochimique du mercure. Donc, s'il vous plaît, posez des questions pendant la présentation via le chat. Puis, comme je peux voir, vos microphones sont déjà fermés, donc c'est parfait. Je vais laisser la parole à M. Amouroux. M. Amouroux, à vous l'honneur. Merci Dominique. Écoutez, je vais partager l'écran. Bonjour à tous. Je vais donc commencer ma présentation. Tout à l'heure, ça marchait, donc ça devrait être bon. Hop. Voilà. Donc, je pense que tout le monde voit ma présentation. Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la réactivité du mercure dans l'environnement aquatique et en particulier de l'information qu'on peut obtenir en utilisant à la fois les isotopes et les molécules qui contiennent le mercure. Alors, attendez une seconde. Je dois... Voilà. Si je mets... ça sera mieux comme ça. Donc, et comment on peut améliorer, disons, l'information sur la réactivité du mercure dans l'environnement aquatique en utilisant à la fois les informations isotopiques et moléculaires. Alors, tout d'abord, un petit mot pour vous dire d'où je viens. Donc, vous voyez, vous avez Pau est complètement dans le coin en bas à gauche de la France. On est tout près de l'Espagne. Pour l'instant, on est plutôt dans une région qui est un peu sauvegardée par rapport à la situation du Covid. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport aux grandes villes qui nous entourent, comme Bordeaux, Toulouse et surtout Paris. Et je vous invite, quand vous venez en France, à venir visiter la région de Pau. C'est une très belle région, près des montagnes et pas très loin de l'océan Atlantique. Juste pour présenter un petit peu le laboratoire et en particulier le pôle dans lequel je travaille, le pôle de chimie microbiologie de l'environnement. On est un groupe en fait de chimistes de l'environnement, de biogéochimistes et de microbiologistes. On a à peu près 25 chercheurs, enseignants-chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là. Et on a environ 7 ingénieurs et techniciens du CNRS et de l'université qui participent à nos recherches. Les principales thématiques sont l'écodynamique des contaminants et les traceurs isotopiques, la diversité microbienne et la dégradation des polluants, et tout ce qui est organismes modèles ou micro-organismes modèles, leur métabolisme, la toxicité et l'essentialité de certains éléments vis-à-vis de ces organismes. Bon, voilà. Donc après cette rapide présentation, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler un petit peu de spéciation. Qu'est-ce que c'est que la spéciation et puis en quoi ça peut servir en termes de biogéochimie. Donc, si on parle du mercure, vous avez le graphique ici qui vous présente finalement 2 dimensions. On peut mesurer les teneurs en mercure, mais aussi les formes chimiques du mercure. C'est ce qu'on appelle spéciation. Et dans les années 2000, donc l'UPAC, l'Union internationale pour la chimie, a défini ce que c'était qu'une espèce chimique, donc une forme spécifique d'un élément défini selon sa composition isotopique, sa structure électronique ou son état d'oxydation, et puis sa présence sous forme de complexe ou de structure moléculaire.
Et donc, la spéciation d'un élément, c'est étudier la répartition des espèces chimiques dans un milieu, les espèces chimiques étant définies par la définition au-dessus. Donc, à partir de là, comment on peut voir le mercure dans un milieu aquatique? Donc, ici, c'est un schéma très simplifié, finalement, de la spéciation du mercure dans le milieu aquatique, où on a finalement à gauche ce qu'on appellerait de manière opérationnelle la fraction dissoute, et puis à droite ce qu'on appellerait de manière opérationnelle la fraction particulière. Et on voit qu'il y a tout un ensemble d'interactions du mercure avec ces différentes fractions et à l'intérieur de ces fractions, puisque dans la fraction dissoute, on aura à la fois des complexes inorganiques, des complexes organiques, évidemment des transformations chimiques telles que les réactions d'oxydoréduction entre le mercure élémentaire et le mercure inorganique, les réactions de méthylation ou de déméthylation, et aussi les réactions de diméthylation qui vont former un autre composé volatile qui est le diméthylmercure. Dans la fraction particulière, évidemment, on aura des phénomènes d'absorption, de désorption sur les particules minérales et organiques, et puis évidemment les micro-organismes dans le milieu qu'on va associer à cette phase particulière, qui vont assimiler, absorber et relarguer les formes chimiques du mercure dans le milieu. Donc on voit bien qu'on arrive tout de suite à une très grande complexité du cycle du mercure et que c'est assez compliqué finalement de décrire tous ces processus avec une seule approche dans les études que l'on peut conduire dans l'environnement. Donc ici, on va reprendre un schéma très général. Je vais pas, vous le connaissez probablement tous, ou un schéma similaire qui montre évidemment comment ces différentes transformations chimiques ou biogéochimiques s'opèrent dans le milieu, en milieu anoxique, en milieu oxique, qui dépendent évidemment des formes chimiques du mercure en termes de disponibilité, en termes de mobilité, et tous les facteurs qui vont intervenir en particulier dans le transport du mercure dans le milieu, sa transformation, en particulier sa méthylation, et ensuite son transfert dans la chaîne alimentaire qui cause l'essentiel des problèmes du mercure dans les milieux aquatiques. Alors, comme on est tous un peu confinés chez nous et qu'on ne voyage pas trop, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler un petit peu d'un environnement un peu plus exotique et tropical. Et on va se transporter tous ensemble vers l'altiplano bolivien. Et puisque les principaux résultats que je vous présente aujourd'hui concernent une étude que l'on a conduite dans le cadre d'un projet franco-bolivien financé par l'Agence nationale de la recherche et qui s'appelle la Pachamama. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Pachamama, qui est l'acronyme du projet, c'est aussi la déesse de la terre pour les Amérindiens de l'altiplano. Et donc, c'était un très beau symbole pour nous de travailler sous son auspice. Donc, si on regarde ici le lac Titicaca dans lequel on a travaillé et son bassin versant, donc vous voyez ici le lac Titicaca qui est finalement en tête de bassin versant, il est entouré par les montagnes des Andes. Son bassin versant va s'écouler dans une plaine endorréique, c'est-à-dire que les eaux du lac Titicaca ne vont jamais jusqu'à l'océan. Et le système fait que l'essentiel de l'eau s'évapore le long de son parcours sur l'altiplano. Alors, on a travaillé sur deux zones particulières. La zone bolivienne du lac Titicaca, en particulier le mineur, lago Menor, comme on dit, qui est un environnement plutôt peu profond. Et puis, une station de référence aussi dans le lac Grand, qui est beaucoup plus profond, puisqu'il peut aller jusqu'à 250 mètres de profondeur. Donc, évidemment, c'est la plus grande réserve d'eau douce d'Amérique du Sud, le lac Titicaca, et c'est aussi le lac navigable le plus haut du monde, puisqu'il se situe à 3800 mètres d'altitude. Évidemment, c'est de l'eau douce et on a des apports essentiellement liés à l'activité minière, mais aussi à des rejets urbains de l'agglomération de La Paz, qui est la capitale bolivienne. L'autre site que l'on a étudié, qui est en aval, du lac Titicaca à 200-300 km. C'est un environnement aussi peu profond. Mais là, étant donné les phénomènes d'évaporation, les eaux sont saumâtres et on observe une salinité significative. C'est un environnement eutrophisé aussi, lié à des rejets de nutriments et de matières organiques, et aussi il subit de fortes pollutions d'origine minière et urbaine. Donc évidemment, tout ça, ça nous donne un environnement qui est en très haute altitude, donc entre 3600 et 3800 mètres d'altitude,
étant donné la pression partielle d'oxygène dans l'atmosphère, la quantité d'oxygène dans les lacs est moindre qu'au niveau de la mer. Et évidemment, on a des fortes radiations ultraviolettes aussi. Et comme c'est un environnement d'altitude, évidemment, on a des très grandes variations, des très grandes amplitudes thermiques à l'échelle de la journée en particulier. Donc, les sites d'études sur lesquels on a travaillé, si on les décrit ici, alors ici, vous avez une photo satellite avec le lac Mineur, avec 3 sites dans cette zone-là qui étaient faciles d'accès en termes de navigation. L'autre site sur le lac Majeur est au niveau de ce qu'on appelle l'île de la Lune, mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et donc, il y a aussi, il faut penser que dans la baie de Koana, qui est ici, vous avez une arrivée d'eau douce qui provient des effluents urbains, qui a pour origine les effluents urbains de l'agglomération de La Paz, donc un très fort impact des rejets urbains et une eutrophisation. Ce qui fait qu'on a un petit peu un gradient de stations entre ces différents sites. On a la station CH qui est une zone plutôt oligotrophique, la station HU qui est plutôt mésotrophique, et ensuite la baie de Koana et le lac Uruuru, qui sont des sites hyper eutrophisés avec des pollutions urbaines et industrielles. Donc voici les moyens de navigation que l'on avait pour travailler sur le lac. Et on avait aussi tout un ensemble de sondes qui nous permettaient de suivre les paramètres principaux durant toute cette période de travail. Alors évidemment, je n'étais pas tout seul pour faire ça, et grâce à ce projet, on a pu faire venir à peu près 25 scientifiques et techniciens sur le site pour chaque campagne que l'on a pu faire. En fait, il y en a eu 2 grandes et une plus petite. Et vous avez ici une photo de l'équipe qui a travaillé sur le lac pendant des périodes de 15 jours à 3 semaines. Ici, c'est le laboratoire de terrain qu'on a aménagé pour pouvoir faire les différentes analyses in situ, les prélèvements, les traitements d'échantillons, et en particulier certaines analyses de mercure. Et on avait eu aussi l'aide d'une équipe de plongeurs scientifiques qui nous ont permis de faire des prélèvements des enceintes benthiques, des prélèvements d'eau porale, par exemple, et des incubations in situ, comme vous pouvez voir sur la photo ici. Donc évidemment, je remercie tous les gens qui ont participé à ce travail parce que c'est beaucoup d'énergie. Vous pouvez imaginer que travailler à 3800 mètres d'altitude, ce n'est pas tous les jours facile, et les plongeurs en particulier étaient relativement fatigués à la fin des campagnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des principaux résultats? Donc, dans une des premières publications qu'on a faites, on a répertorié un petit peu on va dire un bilan environnemental du lac Titicaca vis-à-vis de la pollution au mercure. Et ici, vous avez les concentrations comparées dans différents maillons de la chaîne alimentaire du lac Titicaca, ou différents maillons du réseau trophique, lac Titicaca mineur et le lac Uruuru qui est plus impacté. Et ici, vous avez des oiseaux herbivores, du zooplancton, des poissons planctivores, des poissons piscivores et des oiseaux piscivores. Donc, vous voyez qu'on a finalement un résultat relativement logique en regardant la concentration en mercure. Ici, c'est une échelle logarithmique avec une croissance des concentrations le long des différents niveaux trophiques. Et puis, on voit aussi relativement bien que le lac Uruuru est beaucoup plus impacté en termes de bioaccumulation que le lac Titicaca mineur. Et donc, les concentrations sont plus importantes dans les différents maillons, excepté peut-être les poissons piscivores. Alors après, on voit bien ici qu'on n'a pas une problématique très critique en termes de contamination au mercure, puisque si on regarde les réglementations, par exemple, européennes pour les concentrations en mercure pour la consommation humaine, par exemple, on s'aperçoit qu'on reste en dessous de ces niveaux-là, en particulier pour les poissons qui sont consommés. Les oiseaux ne sont pas vraiment consommés, mais les poissons, oui. Donc, on n'a pas de cas extrêmes de contamination dans les poissons, mais on a quand même des niveaux qui restent significatifs. Alors, une des principales raisons de ces différences de concentration entre les milieux, ici, vous avez un schéma qui, finalement, résume un petit peu la situation. Ici, vous avez le lac Titicaca, le lac majeur, le lac mineur, le bassin versant jusqu'au lac Uruuru, que nous avons étudié aussi. Et ici, vous avez les concentrations en pourcentage de méthylmercure dans l'eau, dans la fraction dissoute, et ici, dans la fraction non filtrée.
Donc, qu'est-ce qu'on voit simplement? C'est entre le grand lac, le petit lac et les baies qui sont plus eutrophisées et le lac Ourourou qui est compacté, on voit bien que les concentrations augmentent, les pourcentages de méthylmercure augmentent de manière significative puisqu'on passe de quelques pourcents jusqu'à, dans le lac Ourourou ou dans la baie de Koana, qui sont les deux zones hypereutrophes, on a jusqu'à 50 à 70% de méthylmercure par rapport au mercure total. Donc, vous voyez qu'on a des quantités de méthylmercure dans la colonne d'eau qui sont vraiment très, très importantes. Et on voit que le principal facteur qui influence ça, c'est finalement l'eutrophisation du milieu, qui est un facteur le plus important de production ou d'accumulation de méthylmercure dans ces écosystèmes. Alors, plus récemment, sur la gauche, ici, vous avez une photo d'un événement d'hypereutrophisation en 2015, dans lequel il y a une partie des eaux du lac mineur qui ont été anoxiques, et dans lequel les quantités de méthylmercure dans la colonne d'eau ont augmenté encore plus. Et ça a été le sujet d'ailleurs d'une publication de mon collègue bolivien Dario Hacha. Donc, si on considère tout ça, on a voulu savoir aussi d'où venait le méthylmercure dans ces écosystèmes, et en particulier dans ces lacs peu profonds qui pouvaient être sujets à des phénomènes d'eutrophisation. Et pour ça, on a regardé les potentiels de méthylation sous forme d'incubation dans les différents compartiments. Alors pour ça, on a choisi la colonne d'eau. On a aussi regardé ça dans les sédiments de surface. On a regardé ça aussi dans des biofilms à la surface des sédiments, donc épibenthiques, on va appeler ça comme ça, et des biofilms ou des périphytons qui se produisaient sur des caracées, donc ce sont des macroalgues ou des macrophytes qui vivent au fond du lac à des profondeurs modérées, et les fameux roseaux du lac Titicaca, qu'on appelle Totora, qui produisent aussi un périphyton, mais celui-ci à la surface de l'eau. Et on a aussi regardé le potentiel de méthylation dans ces périphytons. Donc on a différents compartiments qui, d'après la littérature, nous disaient qu'on pouvait avoir des phénomènes de méthylation et donc de production du méthylmercure dans cet écosystème. Alors l'approche, elle a été très expérimentale. Elle s'est basée essentiellement sur l'incubation d'échantillons, donc des échantillons de biofilms, d'eau ou de périphytons dans lesquels on a ajouté des traceurs isotopiques enrichis en mercure. Donc, par exemple, dans ce cas-là, du méthylmercure enrichi en isotope 201 et du mercure inorganique enrichi en mercure inorganique enrichi en isotope 199, ce qui nous permet de tracer à la fois la méthylation du mercure 199 ou la déméthylation du méthylmercure 201. Et on a regardé les variations de concentration de ces traceurs dans des conditions dans le noir en fonction de la lumière, mais aussi en ajoutant des inhibiteurs de la sulfatoréduction, de la méthanogénèse ou de l'activité photosynthétique. Alors, ils sont plus ou moins sélectifs, mais ça nous permet de voir quelles sont les activités biologiques principales qui vont influencer la méthylation ou la déméthylation du mercure. Alors, mes collègues microbiologistes ont aussi regardé la diversité microbienne à partir de l'analyse de l'ADN et de l'RNA 16S avec du séquençage MISEQ. Et puis, nous avons aussi mesuré les thiols, les petits thiols qui sont présents dans les échantillons à l'aide d'une sonde qui permet de complexer les thiols, de les stabiliser, et ensuite une analyse en chromatographie en phase liquide et spectrométrie de masse. Alors, les principaux résultats donnent quoi? Ils donnent que dans l'eau, finalement, on ne voit aucune méthylation. Donc, si on attendait un petit peu, puisque c'est une eau bien oxygénée, très peu chargée en particules, donc on se doutait qu'on aurait peu de méthylation. En effet, c'est le cas. Et puis, si on regarde dans les sédiments, donc on a fait 2 saisons, la saison des pluies et la saison sèche, qui sont 2 régimes hydrologiques vraiment différents. Le pourcentage de méthylation, la vitesse de méthylation en jour -1, est assez variable. Donc ici, en noir, évidemment, vous avez l'incubation simple, et ensuite, ici, vous avez les inhibiteurs qui peuvent à la fois soit stimuler, soit complètement inhiber la méthylation. Et donc, on voit bien que dès qu'on rajoute du molybdène, on inhibe l'activité des bactéries sulfatoréductrices et on limite la méthylation, alors que lorsqu'on inhibe la méthanogénèse, on n'a pas du tout le même résultat. Donc, ce qui veut dire que ça n'a pas du tout le même impact sur la méthylation.
Si on regarde dans les biofilms, donc ici, vous avez les périphytons Totora, les périphytons caracées et les biofilms épibenthiques. Alors, on voit qu'on a potentiellement de la méthylation dans chaque compartiment, mais si on regarde les échelles, vous voyez qu'au niveau des Totora, on a une méthylation qui est très proche de notre limite de détection, finalement, expérimentale, et on a quasiment les mêmes valeurs en ajoutant les inhibiteurs, c'est-à-dire qu'on a une méthylation qui est négligeable. Dans les périphytons de caracées ou les biofilms épibenthiques, par contre, on voit bien le graphique noir que la méthylation, à la fois en saison sèche ou en saison humide, est significative, puisqu'on a entre 0,05 et 0,1 jour moins 1 en termes de vitesse de méthylation. Avec la lumière, on peut activer cette méthylation aussi, donc ça semble avoir un intérêt. Puis dès qu'on met un inhibiteur tel que le molybdène, évidemment, la méthylation est complètement inhibée. Et on voit bien le rôle encore des sulfatoréducteurs. Là encore, au niveau des méthanogènes, l'inhibiteur ne fait aucun rôle. Il peut même stimuler un petit peu la méthylation. Et si on inhibe l'activité photosynthétique, on diminue légèrement la méthylation. Donc on voit bien encore le rôle principal ou très important, apparemment, des sulfatoréducteurs dans ces mécanismes de méthylation. Alors, les collègues microbiologistes, je vais aller assez vite parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, ont regardé la diversité microbienne dans les différents sites et différentes incubations qu'on a faites sur les différents compartiments. Et ils ont regardé en particulier les firmicutes et les delta proteobacteria, qui sont des familles de bactéries capables de méthyler le mercure. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, dans les périphytons Totora, on n'observe aucune famille de bactéries qui a la capacité de méthyler le mercure. Donc, ça confirme bien le fait qu'on ne voit pas de méthylation. Alors que dans les périphytons de caracées et les biofilms épibenthiques, on retrouve, donc c'est celles qui sont en rouge, les familles de bactéries qui ont une très grande capacité de méthylation. Et ça a été confirmé aussi par la présence méthylant qu'on appelle le cluster AGCA, AGCB. Alors au niveau des thiols, on s'est aperçu qu'on pouvait voir jusqu'à 16 thiols organiques légers dans ces échantillons, en particulier dans les périphytons de caracées, dans les biofilms épibenthiques. Les thiols légers principaux ont été la cystéine et le 3-mercaptopropionique acide, 3-MPA, pour ceux qui veulent parler plus simplement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la présence des thiols se corrèle assez bien avec le potentiel de méthylation. Donc, plus on avait de thiols présents, plus on avait un pourcentage de méthylation importante durant ces incubations in situ. Et ça confirme bien les résultats de Schaeffer, qui montraient aussi que certains thiols avaient la capacité d'accroître la méthylation du mercure sur une bactérie, cette fois-ci modèle, qui était une géobactère, alors qu'ici, on fait ça évidemment sur des consortiums naturels. Donc, si on résume un petit peu les résultats, on voit que la présence de ces bactéries méthylantes qui possèdent ce cluster AGC-AGCB, qui est spécifique à la méthylation du mercure, sont nécessaires, évidemment. On retrouve que les delta-protéobactéria, donc les sulfatoréducteurs en particulier, mais aussi les firmicutes et les méthanogènes sont associés aux biofilms ou aux périphytons qui méthylent le mercure. Et on voit aussi que probablement la biodisponibilité du mercure pour les bactéries est fortement activée par la présence de thiols légers qui vont permettre un transport plus actif du mercure intracellulairement avant sa méthylation. Donc ça, c'était vraiment un résultat qui a été publié il y a 2 ans maintenant par le postdoc qui travaille avec moi et qui montre bien tout l'intérêt de ces approches croisées. Et en particulier, je pense que c'est une des premières fois où on voit ça in situ. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Puisqu'on a vu que dans l'eau, il n'y a pas de méthylation. Mais évidemment, dans l'eau, ce qu'on va avoir, c'est qu'on aura plutôt les phénomènes inverses. On aura de la déméthylation, voire de la réduction. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi fait des incubations dans la colonne d'eau à différentes profondeurs, dans lesquelles on a ajouté nos isotopes enrichis et on a regardé ce qui se passait en présence de lumière et dans le noir. Et on a regardé la production de mercure gazeux, donc qui va nous donner une idée de la réduction.
mais aussi la production ou la dégradation du méthylmercure par le biais de la spéciation du mercure qui va nous donner potentiellement la méthylation qui a été nulle, mais surtout la déméthylation. Donc, dans ces incubations, on mesure finalement la production de mercure gazeux élémentaire liée à la photoréduction. Donc, c'est la photoréduction du mercure inorganique et du méthylmercure. On peut mesurer aussi la dégradation du méthylmercure par photodéméthylation en comparant avec le contrôle dans le noir. Et on peut mesurer aussi la production de mercure inorganique lors de la photodéméthylation du méthylmercure, c'est-à-dire une fraction qui ne sera pas réduite, qui va rester sous forme de mercure de plus oxydé. Alors, au niveau expérimental, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé, grâce à des collègues qui travaillent sur la lumière, un spectroradiomètre qui nous a permis d'avoir des profils de la lumière dans le lac pour la lumière active pour la photosynthèse, mais aussi pour les UVA et les UVB. Et on a positionné nos incubations de telle manière, ici vous avez les étoiles, qu'on ait une profondeur dans laquelle on ait les UVA et les UVB plus le PAR, donc la lumière photoactive pour la photosynthèse, et une profondeur à laquelle on n'a que la lumière active pour la photosynthèse. Ce qui nous a permis de bien étudier l'influence des UV sur une colonne d'eau in situ. Alors les résultats, je vais aller assez vite, mais ils montrent essentiellement qu'on a de la photodéméthylation en présence de lumière. C'est essentiellement un phénomène abiotique. On a en moyenne 45% de photodéméthylation et on produit du mercure inorganique pendant cette photodéméthylation. Et puis, si on regarde la réduction, on voit bien aussi que les contrôles dans le noir sont beaucoup plus faibles, voire négligeables par rapport à la lumière en jaune. Et donc, on voit bien que la photoréduction aussi est un phénomène lié à la lumière. Donc, ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces eaux, on voit bien que la photodéméthylation est beaucoup plus efficace que la photoréduction. Vous voyez que les rendements peuvent aller jusqu'à 40% de photodéméthylation pendant les 8 heures d'incubation la journée, alors que la réduction va au maximum à 10%. Donc, on voit bien que la photodéméthylation est beaucoup plus forte que la photoréduction, en particulier donc en présence d'UV. Et on voit que les conditions de trophisation, donc les concentrations en matière organique, augmentent la photodéméthylation, mais inhibent la réduction du mercure. Et donc, on a aussi une plus grande photoréduction du mercure dans les eaux les plus claires, les moins eutrophisées. Donc ça se traduit par ces graphiques-là. Donc ici, vous avez la déméthylation du mercure en fonction de la matière organique, représentée par le carbone organique dissous, la réduction de la même manière, et ici, la même chose en fonction de la quantité de lumière globale, essentiellement la lumière active pour la photosynthèse. C'est un indicateur de la lumière globale solaire qu'il y avait le jour de l'incubation. Et donc, on voit bien que la photodéméthylation dépend fortement de la matière organique, donc jusqu'à à peu près 10 mg par litre. On voit que la photodéméthylation augmente avec la quantité de carbone. Ensuite, pour les très fortes concentrations, elle est inhibée du fait de l'absorption de la lumière par la matière organique. Alors que pour la réduction, on voit que c'est très vite inhibé. Et dès qu'on arrive à 5 mg par litre, ou qu'on dépasse 5 mg par litre, la photoréduction est inhibée par le carbone organique qui est présent. Et de notre côté, si on regarde en fonction de la lumière, on voit que l'intensité lumineuse n'a quasiment aucun effet sur la déméthylation et la réduction. Donc c'est bien le type de lumière qu'on a et la matière organique qui seront les facteurs principaux de ces transformations. Alors maintenant, je vais venir aux isotopes. J'espère que ce n'est pas trop tard. Donc les isotopes, on a vu que dans la définition de la spéciation, en fait, finalement, on a aussi la composition isotopique. Donc, ce que je voulais noter aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on parle de spéciation d'un élément, on inclut aussi la composition isotopique. Donc, en fait, la composition isotopique, c'est aussi un élément qui permet de décrire la spéciation d'un élément dans le milieu. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire et puis comment l'appliquer à la problématique du lac Titicaca sous forme d'exemple. Comment on peut utiliser ces isotopes stables. Donc, on va noter avec une notation delta pour comprendre un peu mieux ce qui se passe au niveau du mercure et de sa réactivité. Donc, vous voyez qu'ici, évidemment, on avait nos 2 dimensions, on va rajouter une 3e dimension, et ça, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe. Donc, le mercure, évidemment, c'est l'élément presque idéal pour faire de l'isotopie, parce qu'il a 7 isotopes. Donc, il est très riche. Bon, le 193 est très peu abondant, mais on a une batterie d'isotopes qui nous permettent d'étudier la variation de la composition isotopique avec une information assez riche.
Et donc, on peut noter une variation de composition isotopique d'un isotope donné. Ici, c'est X, sous sa notation delta, comme on le fait pour le carbone et l'azote. Et on va utiliser l'isotope le plus léger, mais le plus abondant, le 198, comme isotope de référence. Et donc, évidemment, plus le delta va augmenter, plus la composition isotopique du mercure sera lourde. Donc, on aura un enrichissement en isotope lourd. Et plus le delta va descendre, plus la composition isotopique du mercure sera légère. Donc, si on regarde les isotopes pairs, par exemple l'isotope 200, et ici vous avez un ensemble de données qui a été compilé par mon collègue de Toulouse, Yoron Tsang, vous voyez que quasiment tous les points sont sur une ligne, et cette ligne, en fait, elle correspond au fractionnement dépendant de la masse, c'est-à-dire que la réactivité du mercure dépend de la masse de l'isotope, donc c'est très similaire à ce qu'on observe pour le carbone et l'azote. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on a ici une composition isotopique qui est avec un delta qui va aller de 3 jusqu'à moins 6. Donc pour le delta 202, c'est moins 6 et 3. Et pour le delta 200, c'est 1,5 et moins 3, en utilisant évidemment cette pente-là. Et ça nous dit que le fractionnement isotopique du mercure est très important, parce que si on prend d'autres éléments métalliques, par exemple, la plupart du temps, la variation isotopique en notation delta est de maximum de 1 ou 2, alors qu'ici, on a déjà un fractionnement très, très important dans l'ensemble de l'environnement. Donc déjà, ça nous donne un intérêt de regarder ça. Et puis, ce qu'on aime faire avec les isotopes, c'est tracer les sources. Alors ici, vous avez un schéma qui vous dit, si j'ai une source naturelle, par exemple, qui a une signature delta A et une source anthropique delta B, je vais étudier mon système aquatique. Et puis, dans mon échantillon de rivière, j'aurai un mélange des deux sources. Et si je connais la composition isotopique de ma source naturelle et de ma source anthropique, la composition isotopique dans la rivière sera une combinaison linéaire des deux. Et donc, je pourrais dire la quantité si c'est le cas du mercure, la quantité de mercure qui vient des sources naturelles et la quantité de mercure qui vient des sources anthropiques. Donc, évidemment, ça devient un outil très intéressant pour le diagnostic de pollution dans l'environnement. Alors, est-ce que ça marche bien? Alors, ça peut marcher. Ici, vous avez un exemple d'une étude qu'on a faite en faisant du biomonitoring dans les lichens. Ici, vous avez dans l'axe des Y la composition isotopique en delta 202 du mercure. Et ici, vous avez l'inverse de la concentration, c'est-à-dire que plus je vais vers la gauche, plus mon échantillon est contaminé. Et en fait, on s'aperçoit que la plupart des sites qu'on a étudiés, qui sont des zones forestières agricoles, ont une composition isotopique du mercure qui est à peu près similaire. Et puis, dès qu'on se met dans une zone industrielle qui est sur la zone ouest de la région de Pau, justement, on observe une signature isotopique qui est distincte. Et puis, si on regarde la source d'émission principale qui est probable, qui est une industrie qui produit de l'acier, une fonderie, on s'aperçoit que la signature isotopique du mercure dans les lichens à proximité de la fonderie est encore différente. Et en fait, si on regarde, on a une droite de dilution entre la signature isotopique du mercure du bruit de fond atmosphérique, on va dire, de la zone du site industriel. Et notre zone industrielle, on voit bien qu'elle a une composition isotopique qui est entre les deux. Et donc, on peut savoir quelle est la quantité de mercure dans cette zone industrielle qui provient du bruit de fond atmosphérique et celle qui provient de la fonderie. Donc, on peut s'amuser après à faire un petit modèle, par exemple ici. Donc, ici, vous avez la fonderie qui est sur la côte et puis les différents points d'échantillonnage avec un petit camembert. Et camembert, vous avez une portion rouge et une portion blanche. Et la portion rouge, c'est la proportion de mercure qui vient de l'industrie. Et la portion blanche, la proportion de mercure qui viendrait du pool atmosphérique ou du bruit de fond anthropique. Donc on voit bien quand on se met à proximité d'une source de pollution qui émet des quantités significatives de mercure, on peut tracer la source et ça peut nous donner des indications sur éventuellement l'évaluation de la pollution et l'évaluation du risque. Alors, les isotopes du mercure ne sont pas toujours très simples, parce que si on regarde les isotopes impairs, donc ici par exemple le mercure 199, et qu'on regarde sa composition isotopique, on s'aperçoit que la ligne qui nous donne le fractionnement dépendant de la masse n'est pas respectée, et que beaucoup d'échantillons présentent une anomalie. Et cette anomalie, on va l'appeler grand delta 199, autrement dit, c'est la distance entre
la droite théorique et le point expérimental. Donc ça, on peut le calculer facilement. Et on voit bien qu'on a des points même qui ont des anomalies négatives ou des anomalies positives. Et on voit que la variation de cette anomalie est du même ordre de grandeur que le fractionnement dépendant de la masse. Donc on a encore une énorme variation de la composition isotopique pour cette anomalie. Donc ce qui nous donne en fait une deuxième information qu'au début on ne comprenait pas bien. Et en fait, c'est un article assez connu qui est sorti en 2007 par Berkowitz et Bloom dans Science qui ont donné la principale explication. Pourquoi on avait cette anomalie? Parce qu'elle était observée essentiellement dans les poissons. On avait une anomalie positive dans les poissons. Et ils se sont aperçus, en faisant des expérimentations, que la lumière solaire était capable d'éméthyler donc le mercure ou de le réduire, comme on a vu tout à l'heure, mais que pendant ce processus-là, en fait, il y avait un phénomène physico-chimique et à l'échelle même de la chimie quantique ou de la physique quantique qui allait faire que les isotopes impairs n'allaient pas réagir de la même manière que les isotopes pairs et ça allait générer une anomalie. Donc en gros, le méthylmercure ou le mercure inorganique qui n'est pas transformé va s'enrichir en isotope impair, alors que le mercure qui est transformé, essentiellement sous forme de mercure zéro, sous l'effet de la lumière, va être enrichi en isotope, appauvri en isotope impair. Donc tout ce qui va rester dans l'eau va être avec un grand delta positif, et tout ce qui va partir à l'atmosphère, globalement, va être avec un grand delta négatif. Donc ça nous donne un outil assez intéressant pour évaluer le cycle du mercure dans l'environnement. Alors ce phénomène, on l'appelle l'effet isotopique magnétique. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Donc on avait nos trois dimensions. Alors là, ça commence à se compliquer parce qu'on arrive encore à une quatrième dimension dans notre système. Et en plus de l'information sur la composition isotopique classique, on a aussi une information sur cette anomalie pour les isotopes impairs. Et on va essayer de voir comment on peut utiliser cette anomalie pour étudier finalement le devenir du mercure dans l'environnement. Donc là, deux exemples. Un premier exemple, c'est une étude qu'on a faite sur des populations de poissons de bar en Europe. Donc ici, vous avez différents sites d'échantillonnage avec nos collègues de l'Université de Liège. Et en fait, on a utilisé les deux dimensions, tout simplement les deux dimensions de l'isotopie du mercure. Donc le petit delta 202, le fractionnement indépendant de la masse, et le grand delta 199, le fractionnement indépendant de la masse, pour faire une cartographie finalement de nos populations. Et ici, vous avez chacun des sites qui est représenté par une couleur. Et on voit que certains sites se recouvrent et d'autres sont complètement distincts, ce qui nous permet en fait finalement d'avoir une cartographie isotopique, dans ce qu'on appelle des ellipses bayésiennes, des isotopes stables comme on fait pour d'autres isotopes, pour discriminer les populations de bar à l'échelle européenne. Donc ça, on a proposé ça comme un outil assez intéressant pour discriminer les populations qui dépendent évidemment de leur site de croissance et de l'écologie des milieux. Mais ça pourrait être aussi, pourquoi pas, bon, ce n'est pas une très bonne publicité pour les poissons évidemment, un label d'origine pour les poissons qu'on va pêcher dans les différentes régions d'Europe. Autre étude, c'est en regardant les deux dimensions, on peut aussi différencier d'où vient le méthylmercure et à quelle chaîne alimentaire il est associé. Donc ça, c'est une étude qu'on a faite avec des collègues en Russie et qui a montré que, par exemple, on peut très bien différencier le mercure qui vient de la chaîne alimentaire pélagique du mercure qui provient d'une chaîne alimentaire côtière dans un même lac. Donc évidemment, c'est un très grand lac, c'est le lac Baïkal. Et la principale raison, c'est que la chaîne pélagique est essentiellement influencée par du mercure qui a subi de la photochimie, donc il va avoir une anomalie très importante, ici vous voyez de 3 à 6 pour 1000, alors que la chaîne alimentaire côtière est essentiellement liée à un méthylmercure qui est produit au niveau benthique, qui voit très peu la lumière, avec une anomalie qui est beaucoup plus faible. Et donc on peut discriminer les deux chaînes alimentaires et l'origine du méthylmercure dans un même écosystème. Donc on voit qu'on commence à développer des outils assez pertinents en utilisant ça. La dernière aspect que je voulais vous présenter, c'est l'utilisation, ce qu'on appelle de la composition isotopique décomposée. Et pour ça, on a développé au laboratoire une méthode qui permet de coupler la chromatographie à un multicollecteur, donc qui permet de mesurer l'isotope, dans le but de séparer les espèces et de mesurer leur composition isotopique individuelle. Donc ici, vous avez un exemple d'un chromatogramme dans lequel vous avez un pic associé au méthylmercure, au mercure inorganique, et après plusieurs types de validation, c'est un poisson relativement contaminé qui s'appelle un brème.
Et vous voyez ici la composition isotopique du méthylmercure dans le poisson et la composition isotopique du mercure inorganique, évidemment, qui est moins abondant. Et on voit que la composition isotopique des deux composés n'est pas la même dans le même muscle. Donc on voit bien qu'il y a peut-être potentiellement deux sources différentes de mercure dans le même muscle, une source qui provient du mercure inorganique et une autre qui a amené le méthylmercure. Donc vous voyez qu'on avait nos trois dimensions. Alors ça se complique un petit peu plus, c'est-à-dire que là, on va regarder non seulement l'anomalie de l'isotopie du mercure, mais aussi on peut regarder maintenant la composition isotopique et l'anomalie dans les différents composés du mercure. Donc ça, c'est tout un pan de recherche qui est en plein développement et qui est finalement assez balbutiement parce qu'il y a très peu d'études, et c'est assez compliqué, très peu d'études encore faites et assez compliqué à mettre en œuvre. Ça, je vais passer. Je vais juste vous montrer ce qu'on a pu faire sur le lac Titicaca en utilisant ces connaissances sur l'isotope. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris nos incubations dans l'eau, qu'on a fait en parallèle avec celles que j'ai montrées tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on a ajouté du méthylmercure naturel à une concentration assez forte pour que ce soit détectable. Et on a incubé ça aussi en fonction du temps et en fonction du type de lumière. Le but étant de voir comment on pouvait fractionner le méthylmercure lors de sa photodégradation dans une incubation in situ avec l'eau du milieu. Alors ici, vous avez des graphiques qui vous montrent en fait finalement la décroissance du méthylmercure durant l'incubation, donc la dégradation du méthylmercure en fonction du temps, la production de mercure inorganique, il y a aussi du mercure gazeux qui est produit, mais là il n'est pas montré. Et dans le même temps, vous avez la signature isotopique du méthylmercure, qu'on a utilisée avec la technique que je vous ai présentée précédemment, qui est en train de changer lors de l'incubation. Vous avez un plateau ici, parce qu'ici, ça correspond à la nuit. Donc ici, vous avez une augmentation quand il fait jour. L'isotopie change beaucoup moins l'anomalie en 199 quand il y a moins de lumière. Donc c'est logique, parce qu'on sait que c'est un phénomène lié à la lumière. Et puis le deuxième jour, on a la signature isotopique qui réaugmente. Donc on voit bien que dans ce qu'on a pu observer, c'est que dans le noir, les contrôles dans le noir et avec de la lumière part, on n'a aucun fractionnement isotopique et aucune anomalie. Alors que dès qu'on met les échantillons en contact avec la lumière ultraviolette, on voit le fractionnement indépendant de la masse que vous voyez ici dans les graphiques, à la fois sur le méthylmercure et sur le mercure inorganique. Alors, ça nous donne quoi? C'est par rapport au schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Ici, vous avez tous les points des expérimentations qui ont été faits sur 3 sites. Vous avez ici la signature isotopique du méthylmercure. Donc, on voit bien qu'il n'a pas réagi et donc lui, il s'enrichit avec un grand delta positif. Et puis, le mercure inorganique, lui, qui a réagi suite à la déméthylation et qui provient de la déméthylation, qui est le produit. Lui, il a un enrichissement négatif au niveau de l'anomalie. Pour les deux isotopes, ici, vous avez les graphiques, c'est en fonction des deux isotopes impairs. Donc, on redémontre bien ce qui a été observé, mais cette fois-ci avec des expérimentations in situ. Alors après, ce qui est intéressant, et pour finir, c'est qu'avec nos collègues du Géosciences Environnement Toulouse, on a aussi mesuré la composition isotopique du méthylmercure dans un des poissons piscivores qui vit dans ces lacs. Et ici, vous avez donc à la fois la concentration, mais surtout la signature isotopique, l'anomalie toujours du grand delta 199 dans les poissons du lac Titicaca et dans les poissons du lac Ururu. Vous voyez que la signature n'est pas la même. Le lac Ururu, c'est à peu près 2 pour 1000, alors qu'on est à 5 pour 1000 en moyenne pour le lac Titicaca. Il faut savoir que dans ces poissons, il y a à peu près 80, dans ces muscles-là, il y a à peu près 90% de méthylmercure. Et puis, désolé, je reviens. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que le lac Ururu se situe ici. Si on prend la signature isotopique des poissons du lac Ururu est là. Et vous avez la signature isotopique en fonction de la quantité de mercure qui est déméthylée. Donc, on voit bien qu'il y a seulement entre 8 et 13% du méthylmercure qui est déméthylé dans le lac Ururu, alors que dans le lac Titicaca, il y a entre 27 et 36% du méthylmercure qui est déméthylé. Ça nous dit aussi que probablement le temps de résidence du méthylmercure dans la colonne d'eau est beaucoup plus long dans le lac Titicaca que dans le lac Ururu. C'était perceptible vu les environnements différents. Mais ici, on a une valeur quantitative en fait en termes de pourcentage de déméthylation et même d'évaluation du temps de résidence par cette mesure isotopique. Donc voilà une des applications très intéressantes
de ce fractionnement isotopique. Juste pour finir, parce que je crois que je suis en retard, un petit peu de publicité pour un nouveau programme qu'on commence au niveau européen, qui est coordonné par ma collègue Milena Horvat en Slovénie. Et c'est un projet européen qui s'appelle Innovative Training Network, dans lequel 15 étudiants ont été recrutés en doctorat dans différents instituts européens, dont un à Pau, pour étudier le cycle global du mercure. Et donc, ils vont travailler ensemble. Et vous voyez que chaque étudiant, ça s'appelle un ESR Project. Chaque ESR est numéroté de 1 à 15 et correspond à un compartiment ou à un processus dans l'environnement. Et chacun des étudiants va s'attacher à améliorer nos connaissances sur le cycle du mercure. Et ici, vous avez les institutions qui sont impliquées dans ce projet-là. Et vous avez un site internet, gemostrain.org, qui est facile à consulter pour en savoir un petit peu plus. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci beaucoup, M. Amouroux. Est-ce qu'on a des questions dans l'audience? Je vais regarder ça dans le chat. Un instant. Il faut digérer toute l'information, c'est un peu difficile aussi. On a déjà une première question qui avait été posée, une question très, très générale. C'est quelqu'un qui voulait savoir, Charlotte, qui voulait savoir quelle est la nationalité des plongeurs scientifiques. C'est des plongeurs français du CNRS. C'est une équipe de l'Institut européen de la mer à Brest. Donc, ils aiment plutôt l'eau salée et ils ont fait une exception. Merci. Ils travaillent d'ailleurs avec... ils ont fait un laboratoire commun avec Rimouski d'ailleurs. C'est la même équipe. OK, d'accord. Merci. On a aussi une autre question de Maxime qui demande les concentrations de mercure semblent différentes entre les deux lacs Titicaca et Oruro dès les premiers niveaux trophiques. Par contre, le passage entre le zooplancton et les poissons planctivores marque un point où les concentrations semblent être similaires pour les niveaux supérieurs. Alors, il y a deux questions par rapport à ça. C'est avez-vous une idée de ce qui pourrait expliquer cela? Et deux, est-ce que les réseaux trophiques sont comparables entre les deux sites? Oui, c'est bon. De toute façon, je pense que c'est une bonne question. Est-ce que c'est vraiment... Alors, on a à peu près les mêmes écotones, c'est-à-dire qu'on va avoir à peu près les mêmes végétations, etc. Mais c'est vrai que les lacs n'ont pas la même dynamique, donc on peut peut-être pas comparer les différentes chaînes trophiques. Alors après, je ne veux pas trop m'avancer. Pourquoi on arrive à ce plateau? Alors, est-ce que c'est lié à l'échantillonnage, un biais d'échantillonnage aussi probablement? Après, j'aurais la personne qui pourrait mieux vous répondre, c'est mon collègue David Point de l'IRD qui est en train de préparer justement une publication sur ces aspects-là. Qui nous reste à valider, mais probablement, c'est peut-être pas si simple de comparer les deux. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les mêmes espèces. Donc ça, au moins, il y avait cet aspect-là, et on retrouve les mêmes espèces, donc au moins, on a au moins ça, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des différences en termes de niveau trophique entre les deux lacs. Est-ce que vous avez vu un effet de la salinité sur la spéciation du mercure? Ça semble pas, selon vos résultats, mais ça m'intrigue quand même. Étant donné qu'il y a un lac qui est plus saumâtre en aval, est-ce que ça a un impact, vous croyez? Oui, c'est sûr que là, c'était quelque chose qu'on recherchait. En fait, vraiment, l'idée du projet, en fait, vous avez vu, en fait, quand j'ai parlé de l'isotopie aussi, c'est parce que derrière, quand on a déposé le projet, on avait déjà ça en tête, parce qu'on savait qu'on avait beaucoup d'UV. Et donc, évidemment, l'environnement chimique de l'élément, on avait ça en tête quand on a dit on va regarder ces deux lacs, parce qu'il y en a un où on a la salinité qui va augmenter. Donc, est-ce que ça a une influence? Alors, ce qui se passe apparemment, parce que si on compare les deux sites les plus hypertrophes qu'on a, qui ont une salinité différente,
il semble que la matière organique, elle prend le dessus. En fait, finalement, l'environnement chimique, on arrive à des valeurs entre 10 et 20 mg par litre de carbone organique. Et je pense que c'est tellement important. Et comme c'est des sites productifs, c'est de la matière organique très réactive et probablement beaucoup de composés thiolés aussi qui vont complexer le mercure. Et je pense que ça prend le dessus finalement sur la salinité, sur l'effet de la salinité. Alors peut-être qu'une salinité plus importante, alors, il y a un lac, vous avez vu peut-être sur les cartes, il y a le lac Popo qui est juste en dessous, alors là, c'est un lac qui est des fois complètement asséché maintenant, où là il y a des salinités extrêmes. Mais on n'est pas allé jusque-là parce que c'était trop aléatoire d'aller échantillonner sur ce lac-là. Mais peut-être que là on aurait vu un effet de la salinité. Mais je pense que l'eau saumâtre, la salinité qu'on nous a amené l'eau saumâtre, c'est-à-dire c'était entre 1 et 7 de salinité, n'était pas suffisante pour contrebalancer finalement la complexation de la matière organique. OK. Puis encore, par rapport aux environnements, j'imagine que le lac Titicaca, dans ses grandes profondeurs, doit être hypoxique. Est-ce que vous avez pensé à étudier un peu le processus biogéochimique du mercure dans cet environnement-là? Alors, apparemment, il ne serait pas complètement hypoxique, parce qu'il y a peut-être des diminutions saisonnières de la quantité d'oxygène, mais probablement pas très faible, parce que finalement, c'est un grand lac bien ventilé, avec des apports d'eau douce oxygénée qui viennent des glaciers essentiellement. D'ailleurs, se pose la question, vu que les glaciers sont en train de fondre tout autour, comment va être... est-ce que d'ailleurs la salinité ne va pas changer, etc. Mais on a fait des profils, on a des profils sur la seule station qu'on a pu faire, mais ça c'est parce qu'on avait des moyens de navigation limités pour faire vraiment aller dans la zone la plus profonde. Mais on a fait des profils jusqu'à 200 mètres de fond, ce qui est déjà quand même significatif. On n'a pas vu de diminution de l'oxygène vraiment très importante. Et on a quelques données de fond. Bon, on n'a pas pu faire plus que ça, mais il nous faudrait vraiment des moyens, ce qui est un peu le problème sur ce lac-là. Des moyens de navigation. Quoi. Mais ça reste le Grand Lac, il est vraiment oligotrophe. Quoi. Vraiment, l'eau est très claire. Ceux qui ont eu la chance d'aller là, il suffit de voir les couleurs de l'eau. Quand on est sur le lac Titicaca, on a l'impression d'être en Méditerranée. Quoi. En mer Égée. Ouais, des fois, il y a la même lumière, c'est assez impressionnant. C'est un bleu. Voilà. Il y a peut-être plus de chances que le petit lac soit hypoxique, en fait, à cause de la productivité. Voilà. Forte. Le petit lac est intéressant parce qu'il est aussi impacté par l'activité humaine. Donc, comme je l'ai dit, il y a l'activité minière, mais aussi, c'est la ville d'El Alto, donc c'est les faubourgs de La Paz, qui va devenir bientôt plus grand que La Paz. Et la ville s'étend, elle se rapproche du lac. Il faut savoir que c'est toute une ville de maintenant, c'est 2 millions d'habitants, sans Oh là là. Voilà. Et c'est un milieu aride, c'est-à-dire que c'est sous forme de pluie et d'événements pluvieux qui vont amener toute cette matière-là. Donc, évidemment, le petit lac et l'écologie du petit lac est vraiment en danger. Moi, si je peux poser un couple de questions chimiques à David, excellente présentation. J'ai tripé, comme on dit les étudiants. Merci. C'est en relation à caractéristiques chimiques de ce lac. Je ne me rappelle plus maintenant de la chimie de lac Titicaca, même si je lis quelques articles sur ce lac depuis longtemps. Est-ce qu'il y a beaucoup de sulfate? Alors oui, il est plutôt enrichi les concentrations en sulfate sont assez importantes parce que c'est le bassin versant, hein, comme c'est aussi toute la région est minière, ça veut dire qu'il est enrichi en dépôts métallurgiques riches en soufre. Donc oui, la concentration en sulfate est assez importante. C'est pour ça qu'on pense que les sulfato-réducteurs prennent le dessus assez vite. Ouais, je pense. Ça, c'était une des questions et c'est en relation à ce point précisément. Et l'autre question, c'était en relation aussi à l'oxygène. Est-ce que dans les régions de macrophytes, vous avez toujours mesuré l'oxygène, voir les conditions pendant vos incubations, par exemple, quand vous avez fait jour et nuit, des choses comme ça? Oui.
Alors, alors, les incubations mercure, c'était fait dans des petites bouteilles, donc là, on n'a pas fait les mesures. Par contre, il y a mes collègues de l'IRD qui avaient mis des sondes in situ C'est ça. à différentes profondeurs. Donc, on voit bien au fond, dans ce qu'on appelle finalement dans la canopée des macrophytes, là, il y a des oscillations d'oxygène qui sont très importantes. Alors, ce que je disais, c'est que comme on est à 4000 mètres, il y a 40% d'oxygène en moins dans l'air. Oui. Donc, lorsque c'est saturé, on a déjà 40% d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Et donc, il ne faut pas beaucoup finalement de consommation d'oxygène donc on a bien des oscillations. Alors, sur le lac, les zones eutrophisées, on arrive à l'anoxie pendant la nuit. Oui, j'imagine. Voilà. C'est des systèmes ultra dynamiques. C'est-à-dire qu'on peut arriver à 200% de saturation la journée et 0% la nuit. Donc, c'est pour ça qu'on a fait pas mal d'études diurnes, etc., parce que c'est tellement dynamique qu'un prélèvement ponctuel ne permet pas de décrire ce qui se passe. C'est vraiment très, très variable. Merci. Et très intéressant, il faut y revenir. Oui, ça vous, mais pas moi. J'irai mais je suis dans la courbe descendante maintenant. Vous savez, la cloche, je suis toute proche de l'abscisse vers le négatif. Merci pour les questions. Vous pouvez vérifier dans votre chat personnel s'il n'y aurait pas des questions. On peut juste pour être sûr. Peut-être. J'ai Maxime. Non, je n'ai pas plus que ça. Sinon, il y a peut-être d'autres personnes dans le public qui veulent activer leur micro pour poser des questions. Merci d'ailleurs à Dolores de l'avoir fait. J'apprécie. Oui, parce que je suis tellement mauvaise pour chercher toujours les bons boutons pour les chats, pour ça. Excellent, non, c'est ce qu'on veut. Pour la voix directe. C'est ce qu'on veut, des interactions live. Oui, c'est bien. Déjà, on est loin, mais au moins, on peut se parler. Ben voilà, c'est ça. Ah, et on se connaît, on se voit les visages. Ouais, voilà. Je vais en poser une dernière. Alors, au sujet des bars, c'est intéressant de pouvoir voir la discrimination des populations. Est-ce que vous savez, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des processus photochimiques assez importants qui produisent cette discrimination des populations? Puis, c'est quoi la différence des processus photochimiques qui vont entraîner cette discrimination-là des populations? Oui, alors en fait, je vais peut-être revenir. Attends, je retrouve le... Peut-être que si je reviens dessus, voilà, vous le voyez là? Ouais. Oui, alors en fait, oui. Alors, ce qui est assez intéressant, alors c'est on a, je ne suis pas rentré en détail parce qu'il y a beaucoup d'informations. Alors en fait, on a fait en fait un traitement statistique, c'est à la fois la concentration et la signature isotopique qui permet de faire le tri entre les différentes populations. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un axe ici, c'est donc la composition isotopique, on va dire classique, le petit delta. Ici, on voit qu'il a une déviation, on va dire, vers des valeurs plus positives. Et ça, en fait, les valeurs les plus positives, c'est les systèmes les plus anthropisés. Et en fait, les systèmes les plus anthropisés, c'est la lagune d'Aveiro, qui est au Portugal, qui est un site connu pour la contamination au mercure, à cause d'une usine chloralkali. Et la baie de Seine, donc, qui est connue parce qu'évidemment, il y a tout le bassin de la Seine et de Paris qui arrive là, donc les concentrations au mercure sont plus importantes. Et les autres sont plutôt à des niveaux, voilà, des signatures qui sont plus pristines. Et puis, par contre, le grand delta, lui, c'est un peu plus la photochimie. Et on voit qu'il y a des zones où il y a plus la photochimie impacte plus. Et on voit ici, c'est la courbe bleue, c'est la mer Égée. Donc, c'est en Grèce. Là, on est vraiment, ça paraît tout à fait logique. Et puis, on a ce truc très particulier qui est la mer Noire, où là, on a même du mal à expliquer parce que c'est très variable en fonction des poissons. Alors après, on n'a que 10 échantillons. Donc, c'est vraiment... il peut y avoir des biais d'échantillonnage. Mais la mer Noire, il y a une signature très particulière. Et comme c'est une mer anoxique aussi, au fond, on pense qu'il y a un phénomène qui est lié à ça. Et là, on n'explique pas tout, en fait. Alors, les zones classiques, on voit bien qu'on a une espèce d'axe comme ça, entre un axe qui est plutôt sur le petit delta qui nous donne plus une idée de l'anthropisation du système, et un autre un petit peu sur, on va dire,
le temps de résidence ou l'exposition solaire, etc. Ou la stratification. Il y a plein de facteurs qui vont intervenir, évidemment, du milieu. Donc, c'est quelque chose à refaire sur d'autres types d'espèces aussi, évidemment. Super intéressant de voir en fonction des pressions anthropiques. Oui. Bon, merci encore. Vous avez faim maintenant, c'est ça? Oui. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Moi, ce n'est pas tout de suite encore. Mais... C'est l'heure du déjeuner. Voilà. Je vous remercie énormément. Puis je remercie Patrice non plus et Isbat qui s'est occupé de l'aspect technique du webinaire. Donc, on vous invite à revenir dans 2 semaines, le mardi, pour la présentation d'une collègue française, Magali Baudrimont. Donc, je la connais bien, ça. Ouais. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup. Ouais. Mais merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, en espérant que vous allez venir bientôt à Québec. Avec plaisir, ça j'y tiens. Ouais. Au revoir. Au revoir.